Merci infiniment. Je t'en prie, je prends une dernière question. Merci, Monsieur le Président, et merci infiniment à François Egal à la fois pour vos propos et puis effectivement pour vos notes que nous lisons tous assidûment en commission des finances, quels que soient nos groupes politiques. Moi, j'avais deux observations et une question. La première observation, notamment pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a évidemment une rupture très importante en 2020, puisque brutalement, la dette publique passe d'à peu près 98% du PIB à 115% du PIB, et symétriquement, il y a dans l'histoire récente, je crois depuis 2006, seulement deux périodes où la dette publique en pourcentage du PIB se réduit. C'est la période 2017-2019, et puis c'est ensuite la période 2020-2023. Deuxième observation, c'est, mais vous l'avez rappelé en disant que vous étiez keynésien à court terme, la croissance n'est évidemment pas étrangère à la politique budgétaire qu'on mène, ni d'ailleurs à court terme, ni à long terme, puisque ça a évidemment des effets sur l'investissement, sur le capital humain, sur la productivité, sur la participation au marché du travail. Et on se rappelle de la hausse de la dette publique qui avait été provoquée à l'inverse par des ajustements budgétaires trop brutaux. Je pense en particulier à la période 2011-2014. Et vous pourriez peut-être revenir dessus pour nous éclairer sur ce qui s'était passé aussi à cette période-là. Moi, j'ai le souvenir de ces moments où les déficits publics annoncés ex ante étaient très différents des déficits publics réalisés ex post, parce qu'entre-temps, s'était déroulé un effondrement de la croissance qui aboutissait in fine à une augmentation de la dette publique qu'on a pu observer à la fin d'ailleurs du mandat de Nicolas Sarkozy et au début du mandat de François Hollande. Puis une deuxième question, c'est pour mieux peut-être capturer l'effet de la crise sanitaire sur notre dette publique, à la fois son effet mécanique et puis les politiques publiques qui ont été rendues nécessaires par elle pour soutenir l'activité. Que se serait-il passé à vos yeux pour notre dette publique si tout simplement la période 2017-2019 s'était prolongée entre 2020 et 2023. Que serait-il passé si le passé avait été différent? C'est l'objet de notre commission d'enquête. La France a très rarement réduit sa dette publique. En fait, elle l'a un peu réduit, en effet, tout à fait à la fin de la décennie précédente, peut-être un peu au milieu des années 2000. Mais en fait, ce qu'on voit, elle augmente dans les périodes de crise. Et après, on arrive quasi à la stabiliser, parfois à la réduire un petit peu, comme en effet, à la fin, c'était pas beaucoup quand même, à la réduire un petit peu. Ce qui s'est passé en 2011-2012, moi, je dis, je suis keynésien à court terme et classique à long terme. Donc je pense que ce qui s'est passé en 2011-2012, je pense que ça a eu des effets négatifs sur l'activité dans l'ensemble de l'Europe. Donc oui, on a d'une certaine façon cassé une reprise de la croissance. Mais comme on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe au Portugal et en Espagne, ça n'a pas eu d'effet à long terme. Oui, il faut payer. Je pense que le redressement des comptes publics, ça impose d'en payer le prix. Ça a un prix en termes d'activité, de pouvoir d'achat, etc. Le jour où on prend ces mesures de redressement. Donc, on l'a constaté, ça a été peut-être plus important que ce qui était anticipé par les organisations internationales et par le multiplicateur keynésien. C'est peut-être trouvé plus important que ce qu'ils avaient prévu, mais ça n'a pas eu d'effet à long terme. Et donc, c'est pour ça, moi, je pense qu'il faut arriver là. Alors, il ne faut pas le faire au moment où on est en pleine récession, hein, bien sûr, pour aggraver le problème, mais il faut avoir aussi en tête qu'en 2011-2012, l'intervention de la BCE, elle n'était pas acquise. Ce qui nous a sauvés finalement quand même de la crise financière de 2011-2012, c'est le whatever it takes de Mario Draghi. Même si il a suffi qu'il dise ça, il n'y a jamais eu besoin de mettre en œuvre l'instrument dont j'ai parlé. Mais ce n'était pas acquis du tout, puisque ça supposait que de faire quelque chose pour lequel les Allemands, les Hollandais et autres avaient signé avec le traité de Maastricht, en disant, enfin, tout ce qui avait été mis, les règles budgétaires, la règle selon laquelle on ne peut pas, la BCE ne peut pas acheter des dettes, tout ça avait été fait pour éviter ce genre de choses. Donc c'est un peu normal qu'on ait hésité aussi à cette époque et que voilà, il faut refaire. Alors après, que serait-il passé s'il n'y avait pas de crise en 2020 et qu'on avait poursuivi comme en 2017-2019? Difficile à dire. Là, je ne sais pas. S'il n'y avait pas eu les gilets jaunes, on était bien parti en termes de. Je reconnais qu'en 2018, voilà, il y avait eu 2018-2019, avant les gilets jaunes, il y avait eu une réduction du déficit, les dépenses publiques avaient plutôt été bien tenues, il y avait eu un début d'économie, donc je le dis souvent, hein, ça avait plutôt bien commencé. Voilà. Après, il y a eu d'autres événements. Merci beaucoup.